Les dirigeants de l'Union européenne retrouvent à Bruxelles leurs homologues d'Europe orientale et du Caucase Sud dans le but de maintenir leur partenariat politique et économique. Le Parlement européen a remis officiellement le prix Sakharov à la fille de l'opposant russe Alexei Navalny, actuellement emprisonné pour avoir dénoncé la corruption du pouvoir en Russie. Le président des États-Unis à la rencontre des sinistrés des tornades. Il a promis que le gouvernement fédéral ferait tout ce qu'il faut, le temps qu'il faut, pour que le Kentucky se reconstruise. Le Royaume-Uni face au raz-de-marée Omicron. Le pays a battu un nouveau record de contamination en 24 heures et tente d'accélérer sa campagne de rappel vaccinal. L'Union européenne tente de maintenir en vie son partenariat avec ses voisins de l'Est. Les dirigeants européens rencontrent à Bruxelles leurs homologues d'Ukraine, de Géorgie, de Moldavie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan. L'objectif initial est de ranimer les liens entre les partenaires, mais les tensions avec la Russie se sont invitées à la table des discussions. Désormais, les pays d'Europe orientale et du Caucase du Sud attendent des assurances d'un soutien contre toute tentative d'agression russe après les actes de déstabilisation continue dans la région. Le président ukrainien réclame des sanctions contre Moscou. Nous avons expliqué à nos collègues européens que pour nous, il est important d'avoir des sanctions en amont plutôt qu'après le début d'un conflit. Car de cette façon, l'escalade n'a pas lieu. Plusieurs rencontres bilatérales ont eu lieu avant le début formel du sommet à Bruxelles, en particulier avec le président ukrainien. La Russie rassemble des troupes le long de sa frontière avec l'Ukraine et les 27 veulent montrer leur solidarité avec Kiev. Mais cette réunion démontre aussi le succès limité de cette association politique et économique. La Géorgie, l'Ukraine et la Moldavie veulent devenir membres de l'Union européenne, mais une telle adhésion semble peu probable car Moscou considère la région comme son prix carré et veut protéger ses intérêts militaires. Le sommet compte un absent. Le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko a décidé au mois de juin de suspendre sa participation au partenariat oriental. Le prix Sakharov du Parlement européen a été remis cette année à un absent, Alexei Navalny. L'opposant russe est actuellement emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité. Pour sa famille, il paie tout simplement le prix de ses prises de parole contre le président russe, Vladimir Poutine. C'est sa fille qui a fait le déplacement à Strasbourg pour recevoir la récompense. Devant les eurodéputés, elle a demandé un soutien plus ferme de l'Union européenne. C'est ce à quoi ressemble le cauchemar de ma vie et de celle de ma famille. Je voyage et je me rends à différentes conférences, à différents sommets. Je fais des discours au nom de mon père parce qu'il est emprisonné. Et je continuerai à voyager tout en continuant à lire des articles sur les abominables conditions de détention de mon père. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je voyage, j'interviens et il est toujours emprisonné. Opposant farouche du Kremlin, Alexei Navalny se bat pour la démocratie, la transparence et contre la corruption en Russie. Son chef de cabinet, lors de l'élection présidentielle de 2018, précise que la santé de l'opposant reste stable pour le moment et qu'il donne à cette récompense européenne une signification particulière. Il ne s'est pas seulement senti honoré, mais il ressent aussi beaucoup de responsabilités parce que c'est peut-être la première fois que la lutte contre la corruption est reconnue comme une bataille pour les droits de l'homme, ce qui est le cas. La lutte contre la corruption est une lutte pour les droits de l'homme. Le prix Sakharov salue les personnes et les organisations qui défendent les libertés fondamentales. Le Parlement européen avait récompensé l'année dernière l'opposition politique bélarusse avec comme figure de proue Svetlana Tikhanovskaya, dont le mari vient d'être condamné à 18 ans de prison pour incitation à la haine et trouble à l'ordre public.
Le président américain Joe Biden était dans le Kentucky. Après un survol en hélicoptère, il a déambulé dans ce qui reste des villes de Mayfield et de Sand Springs. Il est allé à la rencontre de plusieurs sinistrés, leur apportant son soutien, promettant de faire ce qu'il faut pour la reconstruction de leur lieu de vie. Plus de 30 tornades ont ravagé le Kentucky et 5 autres États vendredi dernier, tuant au moins 88 personnes. Plus d'une centaine sont toujours portées disparues. J'ai l'intention de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour soutenir votre État, vos dirigeants locaux, pendant que vous vous rétablissez et reconstruisez, parce que vous allez vous rétablir et vous allez reconstruire. Joe Biden a également annoncé que le gouvernement fédéral couvrira 100% des coûts des opérations d'urgence pendant 30 jours. Le week-end dernier, il avait établi un lien entre ces tornades inhabituelles et exceptionnelles pour la saison et le changement climatique, ce qui lui a été reproché dans nombre de médias américains. Avec le soutien de l'armée et de milliers de volontaires, le Royaume-Uni s'efforce d'accélérer sa campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19. Il faut dire que les chiffres sont dans le rouge. Ce mercredi, plus de 78 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie. Le Premier ministre Boris Johnson a mis en garde face au raz-de-marée Omicron. Si vous avez plus de 18 ans, que vous avez eu votre deuxième injection il y a au moins 3 mois, alors vous pouvez vous faire vacciner dès maintenant et c'est absolument vital, dit-il, car la vague d'Omicron continue à déferler sur le pays, avec plus de 78 000 cas recensés aujourd'hui, un plus haut jamais enregistré. Pour les fêtes de fin d'année, l'OMS appelle à redoubler de prudence. Pour autant, la responsable technique de la lutte anti-Covid à l'Organisation mondiale de la santé se veut optimiste pour l'an prochain. 2022 est l'année où nous pouvons mettre fin à la pandémie de Covid-19, dit-elle. Nous disposons aujourd'hui d'outils qui peuvent éliminer le spectre grave de la maladie. Nous pouvons réduire la morbidité, les hospitalisations, les personnes nécessitant des soins intensifs et le nombre de morts. Nous pouvons également réduire la propagation du virus. Plusieurs pays européens ont en outre débuté cette semaine la vaccination des moins de 12 ans, une tranche d'âge particulièrement exposée aux contaminations actuelles. C'est le cas de l'Espagne, de la Grèce, de la Hongrie ou encore de certaines régions allemandes. Le sujet reste néanmoins très sensible dans l'opinion. À Zagreb, en Croatie, des centaines de personnes ont manifesté leur opposition à cette mesure. Aux Pays-Bas, les chefs de parti de la future coalition gouvernementale ont présenté leur feuille de route commune. Un texte qualifié d'ambitieux par les observateurs. Il comprend notamment 35 milliards d'euros d'investissement pour lutter contre le changement climatique, ainsi que la construction de 2 nouvelles centrales nucléaires. Le chef du gouvernement sortant de centre-droit, Mark Rutte, dirigera cette coalition avec le centre-gauche et les conservateurs. Premier ministre depuis 2010, il effectuera ainsi un 4e mandat à la tête du pays. Les élections législatives avaient eu lieu mi-mars et il aura fallu pas moins de 9 mois de négociations pour parvenir à cet accord. Les Pays-Bas, confrontés à une nouvelle vague épidémique qui a entraîné d'impopulaires mesures de restriction, devront toutefois encore attendre le mois de janvier pour connaître leur nouveau gouvernement, le temps que la coalition répartisse les ministères. C'est officiel, Sergio Agüero met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'attaquant argentin de 33 ans, recruté l'été dernier par le FC Barcelone, a annoncé mercredi son départ forcé à la retraite en raison de problèmes cardiaques. En larmes lors de la conférence de presse, Kun Agüero a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Je suis très fier de la carrière que j'ai eue. Je suis très heureux. J'ai toujours rêvé de jouer au football depuis l'âge de 5 ans. Quand j'ai touché un ballon pour la première fois de ma vie, mon rêve était de jouer dans les divisions supérieures. Je n'avais jamais pensé que j'irais un jour en Europe. Je tiens à remercier tout le monde. Pour le grand ami de Lionel Messi, le cauchemar a commencé le 30 octobre dernier, lors du match contre Alaves. Victime d'un malaise cardiaque, il s'allonge par terre en se touchant la poitrine. Suite à cela, les médecins lui ont confirmé qu'arrêter le football professionnel était la meilleure décision à prendre.